vient à point à qui sait attendre. Cela fait plus d'1 an, les amis, qu'on devait enregistrer cet épisode. Diantre! Du français vintage. Eh oui. 2 Tudor Submariner de la Marine royale canadienne de 1976 et de 1980. Tu imagines l'attente insupportable, débordante, pour enfin arriver à cet enregistrement. Rassurez-vous, Pei est là, il est enfin arrivé du Canada. C'est parti pour un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Salut Pei, ça va? Ça va bien, merci de me recevoir. Et on ne peut pas le rater les amis, on va s'éclater. Oui, avec mon accent, bien sûr. Bravo, je suis super heureux de t'accueillir, parce que mine de rien les amis, on devait vraiment enregistrer il y a 1 an. Exact. On a dû annuler, j'ai dû annuler, on se souvient plus trop, etc. L'essentiel c'est que tu as pris quoi? Tu as pris un avion de Montréal? Directement de Montréal, oui, il y a 1 semaine environ, oui. Et ben voilà, donc j'attendais avec impatience de te rencontrer et de te présenter mes Tudors. Espérons les amis qu'ils ne soient pas déçus, et nous aussi, parce que finalement ces Tudors, on pourrait les qualifier de 1000 subs un peu, hein, de montres militaires submariner, que ce soit des Rolex ou des Tudors. Exactement. On va regarder ça avec impatience. On démarre avec laquelle? La bleue, 1976. Ouais. Et voilà. Donc elle date de 1976. Oui, donc elle date de 1976 et le plongeur des mineurs de la Marine royale canadienne l'a reçu, lui, en 81. Donc de 1976 à 81, c'était un autre plongeur qui l'avait, en fait. Qui avait été en dotation au préalable. Voilà. Okay. Donc là, on a une Tudor, Submariner, cadran bleu, lunettes bleues, index carré, aiguille Snowflake. Aiguille Snowflake. Voilà. Ok, c'est quoi la référence? 94 010. 94 010. Voilà. Ok. C'est un boîtier de Submariner, on va dire quoi? Équivalent à une 5513? À quoi? Une 16610? 5513, je dirais, oui. Oui. D'accord. Donc toi, tu l'as depuis quand? Moi, je l'ai depuis 2 ans, 2020. 2020? Oui. Qu'est-ce qui t'a lancé dans cette logique de 1, vintage, 2, une montre manifestement portée par des militaires de l'armée canadienne? Alors j'en ai une deuxième. Ouais. Celle-ci c'est ma deuxième, l'autre que j'ai acheté 1 an plus tôt. Ouais. Et en fait c'est un horloger, c'est à travers un horloger qui m'a dit, bon ben écoute Pei, tu m'as demandé une Tudor face bleue. Militaire si possible, et ben là j'en ai une sur ma table et le plongeur ou le propriétaire a refusé en fait mon estimé pour le service et il m'a demandé si je voulais par exemple faire une offre, même si elle n'était pas vraiment à vendre à l'époque. J'ai quand même fait une offre et la première offre a été déclinée. Ouais. Et finalement, j'ai repensé à mon affaire. Je me suis dit, bon, une 1000 sub Tudor face bleue, quand même, ça passe pas tous les jours. Donc, je me suis dit, bon, ben, je vais bonifier mon offre. Et puis finalement, je l'ai eu. Je l'ai au poignet. Est-ce que tu me permets de l'essayer? Absolument, absolument. Ah, les amis, je savais qu'il allait dire oui. Ben oui. Et j'étais un peu hésitant. Quand même, je suis venu avec une montre que vous n'avez pas forcément vue, mais je pense que si, quand même, et rarement, une Lip TV Dial électronique, calibre R184, un grand classique de chez Lip des années 70, avec un bracelet qu'on pourrait qualifier de lobster, comme avec une queue de homard ou de langouste, à vous de voir ce que vous préférez, les amis, sur le sujet. Ça, tu m'as pas répondu pour autant à la question, c'est-à-dire que là, ton horloger t'avait appelé en me disant, oui. Bon, il y a manifestement une Tudor Submariner à vendre, mais le vendeur au départ était allé voir l'horloger pour la faire réviser. Exact. Alors c'était sa montre depuis 1981. Oui. Et il ne l'avait jamais fait de service, en fait, depuis 39 ans.
Ouais, mais il n'était plus, au moment où il est allé voir l'horloger, il n'était plus militaire ou il était Il n'était plus militaire. Donc, lui, il a servi 14 ans dans la Marine royale canadienne. Ouais. Et donc, il avait la montre depuis ce temps-là. Et il s'était dit, bon, ben là, je vais la ressortir de mon tiroir et puis de ma table de chevet et je vais faire un service. Et en fait, ce qu'il m'a dit, c'est qu'à l'époque, ces montres-là coûtaient à l'armée 600 $ l'unité. Ouais. Et quand l'horloger lui a dit, bon, ben voilà l'estimé pour faire le service complet, vérifier l'étanchéité et tout, il a refusé parce qu'il s'est dit, mais mon Dieu, je ne peux pas croire qu'une Tudor soit si chère à faire le service. Donc, il m'a dit, écoute, paye, comme il refuse le service, peut-être qu'il y a Quel était le prix du service? Je crois dans les 1200 $. Ouais. On parle de dollars canadiens. Ouais, mais ça 1000 € à peu près, ça. Ou 1100 $ US. À peu près, voilà. Ouais. Donc en fait, c'est pas donné. C'est pas si cher finalement pour un modèle aussi rare et qui a plus de 40 ans. Oui. Quasiment 50. Exact. Pour autant, dans son esprit à lui, le plongeur, c'était 1200 $ pour une montre à l'époque qui en valait 600. Quoi. Voilà. Et en fait, ce qu'il m'a dit, c'est que sa réflexion, c'était, à l'époque, la marine, quand une montre devait partir en service, si ça coûtait plus que la moitié, donc plus que 300 $ à faire le service, ben, ils la jetaient et ils en achetaient une nouvelle. Ah, les amis, j'ai le sentiment que c'est une autre époque. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est... le Alors, prix, qu'est-ce qui t'attire parce qu'en fait, attends, juste éduque-nous un petit peu sur justement ces montres militaires. Qu'est-ce qu'elle a de militaire en termes de montres, au-delà d'avoir été apportée en dotation à un militaire? En fait, les Tudor submarinaires sont exactement comme les montres de civils. Ils avaient exactement les mêmes calibres, la boîte Rolex, tout était exactement parce ils étaient construits tellement solidement que l'armée était confiant de son étanchéité, de sa résistance en profondeur et tout. Donc, les amis, faisons une petite digression, mais là je vais laisser la parole à Paige, je pense qu'il est plus calé que moi là-dessus. Ce qui fait que c'est un petit peu différent des submarineurs dits milsub, qui sont, alors pas forcément toutes, mais un certain nombre avec le logo, avec le T de tritium et avec l'aiguille des heures en forme de glaive. Oui. Je crois que c'est les 55-17, ces références-là, exactement. De tête, et où les anses ont été soudées. Exact. Ouais. Là, on est vraiment, dans le cas de cette milsub, on est vraiment dans une montre préparée pour l'armée. Exact. Alors que là, je suis pas en train de dire que c'est moins bien, les amis, entendons-nous, hein, mais on est sur une montre similaire. Donc toi, ce qui t'intéressait, c'était le patrimoine personnel? Oui, exact. Donc moi, mon père a toujours été un homme militaire. Ouais. Donc c'est ce qui, à la base, m'attirait. Et aussi, mon métier étant antiquaire, j'ai toujours aimé l'idée de l'histoire derrière les montres, l'histoire derrière les meubles, d'aller à la rencontre de la personne qui est le propriétaire d'origine. Donc c'est ce qui m'attirait dans cette montre-là, par exemple. Donc tu es ce qu'on appelle un fou du vintage. Exact. Oui, c'est ça. Donc toi, tu recherchais un modèle vintage qui te plaît. Oui. J'espère qu'elle te plaît en termes de design. Absolument. Et tu cherchais son pédigré et sa filiation authentique au travers de personnes qui l'ont réellement utilisé. Voilà. Comme outil de travail, qui l'ont porté tous les jours pendant 14 ans durant son service dans la Marine royale canadienne. Ouais. J'ai envie de lui poser une question, les amis, qui me taraude quand même. C'est que là, on a cadran bleu, lunettes bleues, index carré, aiguille des heures, snowflake. Tudor a ressorti, il y a 5-6 ans maintenant, peut-être plus, une Pelagos bleue. Oui. En titane, valve à hélium, en reprenant les codes de cette Submariner. Exact. Qu'est-ce que tu en penses de cette Pelagos? Je vais être honnête avec toi, je ne l'ai jamais manipulé, je ne l'ai jamais eu en main, mais effectivement, je pense que si, en fait, la FXD, la nouvelle Pelagos Marine nationale, est exactement ou
très proche, en fait, de la Pélagos bleue dont tu parlais, qui est sortie il y a 5-6 ans. Ouais. Et moi, je l'aime bien, en fait. Je pense que probablement qu'aujourd'hui, je ne sais plus dans quoi je m'en vais, en fait, là, mais j'ai perdu le fil de ma pensée. Mais je crois que le diamètre est un peu plus grand. Oui. 43. Côté technologie, bon, évidemment, elle est plus étanche, elle a la valve à hélium et tout. Et il y a un calibre manufacture Tudor, alors que là, c'est un ETA. je le confirme, on est sur la relation commerciale de l'époque entre la maison mère Rolex qui avait fait le choix, dans ses montres Tudor, d'amener la couronne, la technologie de la couronne, donc l'étanchéité, en partie l'étanchéité, la technologie du boîtier Oyster, Oui. Au service d'une autre marque, qui était Tudor, mais avec des calibres qui, a priori, avaient un prix de revient inférieur, enfin on l'imagine, Ouais. au calibre Rolex de l'époque. Voilà. Donc ça a été la première des deux que tu as acheté. Non, ça c'est la deuxième. Voilà. Maintenant, les amis, avant d'essayer de comparer un petit peu les deux, on verra ça dans quelques minutes, voyons la première que tu as eue. Alors je l'ai ici, c'est la Tiens, Tudor de... Je te rends celle-là. Oui. Est-ce que je peux l'essayer celle-là? Bien sûr, bien sûr. Elles sont toutes les deux, les amis, réglées à la même heure. C'est pas mal du tout. Je vais te rendre ta montre. Voyons ce que ça donne. Alors là, on a pour le coup, si on a des problèmes de vue, là, on est sur quelque chose qui s'apparente clairement à une Rolex Submariner. Exact. Parce que si on n'identifie pas son logo en forme de blason avec écrit Tudor dessous, et vous avez compris quand même que Tudor Rolex, il y a quand même 2 lettres en commun et ça ne fait que 5 lettres. Là, on est vraiment sur les index peints, Oui. pas de date, et comme sur la précédente, un verre en acrylique bombé Exact. du plus bel effet. Donc celle-ci, c'est la première. Celle-ci, c'est la première, oui. Quelle référence, celle-là? C'est la 9401-0. Alors, je ne sais pas c'est quoi la différence, pour être honnête. C'est quoi son histoire à celle-ci, avec toi? Alors, celle-ci, je l'ai achetée sur les petites annonces, un peu comme le Bon Coin. Il y a eu une surenchère lorsque je me suis présenté chez le vendeur. Et je ne comprenais pas pourquoi, mais bon, le prix semblait encore raisonnable, donc je l'ai acheté. Et comme le téléphone n'arrêtait pas de sonner au moment où j'étais dans la maison en train de regarder la montre, je me suis empressé de régler le monsieur et de partir. Mais juste avant de partir, je lui ai demandé, je dis, écoutez, monsieur, c'est quoi l'histoire de cette montre? Est-ce que vous étiez un plongeur récréationnel ou commercial? Il dit, viens avec moi. Il me montre dans le salon des photos. Alors, on voit la mer à l'horizon et ce qui s'apparente à des champignons blancs. Et en fait, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que je regarde là? Il me dit, tu vois, ça, c'est ce que je fais comme travail, on fait exploser en fait les mines. C'était un plongeur démineur de la Marine royale canadienne. Et là, j'ai fait, ouf, jackpot! Et je me barre le plus vite possible avant qu'il change d'idée parce que le téléphone ne dérougissait pas. Et puis, voilà. Donc ça, c'était ma première 1000 subs. Ouais, mais ça, c'était ta filiation, pour le coup, qui parlait. T'étais déjà antiquaire à ce moment-là? Exact. Ah oui, donc là, t'étais vraiment dans une logique, je veux acheter un objet, je cherche des objets qui ont une âme. Oui. Et c'est finalement, avec la deuxième, j'ai le sentiment que tu as fait plus le lien, enfin en tout cas encore plus, le lien avec ton papa, qui était militaire. Oui. Et te dire, au-delà de la belle histoire du porteur, si par ailleurs elle est militaire, il y a un vrai plus perso en fait, pour toi. Oui. En fait, celle-ci est une date de 81 et c'est aussi l'année que nous sommes arrivés au Canada. Donc pour moi, ça avait une signification. Et oui, effectivement, j'ai toujours aimé les montres militaires parce que mon père était militaire de carrière. Et après celle-ci, j'ai commencé à rechercher et à lire et à m'informer sur les montres militaires. Et les Tudor 1000 Sub, Tudor Submariner, c'est des incontournables dans les montres militaires de plongée. Parce que vraiment, c'était vraiment un outil pour eux de survie. Ouais.
Et ben voilà. Et j'ai eu la chance après ça j'ai eu la chance de pouvoir acquérir la deuxième. Et fait à noter, les deux plongeurs se connaissaient. Parce que quand j'ai acheté la deuxième, avant de me présenter, j'ai contacté le premier plongeur. J'ai dit, tiens, est-ce que tu connais un tel? Il a une montre à vendre. Et il dit qu'il était dans la Marine royale canadienne. Et tout de suite, il me dit, Yves, il me dit, ben oui, pas de problème, Dan était bien plongeur des mineurs dans la marine en même temps que moi. C'est vraiment sympa. Je les regarde comme ça. Elles me donnent le sentiment, ces montres, d'être encore portées, alors soit les traces de leur utilisation précédente, ou alors les tiennes. C'est des montres que tu portes beaucoup? Alors, c'est les montres que je porte presque tout le temps en voyage, parce que c'est des montres fiables, passe-partout, donc elles n'attirent pas trop l'attention. À moins que quelqu'un soit vraiment un connaisseur, personne ne sait que c'est une Tudor. Bon, celle-ci, parce qu'elle est noire, ressemble beaucoup à une Submariner pas de date. Ouais. Mais la bleue, pas grand monde la connaît. Je pense qu'une seule fois dans un aéroport, je me suis fait aborder, mais sinon... aborder parce qu'il la trouvait belle ou parce que aborder de façon douteuse? Non. En fait, lui portait une Daytona. Et moi, je regardais sa Daytona et lui me regardait. Il me dit, oh tiens, Marine nationale. Je dis non, Marine royale canadienne. Donc c'était un connaisseur. Exactement. C'est sympa. Éduque-nous un petit peu, les amis, parce que là, on est sur des produits finalement réellement de Tool Watch qui ont servi, qui étaient amenés en dotation. Elles sont elles sont gravées au dos avec le numéro Non. Alors les montres de la Marine royale canadienne, il y a trois sortes. C'est ceux qui ont le dos stérile, donc il n'y a aucune gravure. Ceux qui ont des numéros, alors on n'est pas certain si c'est un numéro d'inventaire parce que c'était un outil. Donc par exemple dans un navire de guerre, il y avait une dizaine de plongeurs et 6 montres. Donc, chaque plongeur, à chaque fois qu'il plongeait, devait aller au magasin, signer un papier comme quoi l'équipement, je sors des palmes, des bonbonnes, et je sors une montre pour calculer le temps qu'il me reste de plonger. Et après, au retour de la plongée, il fallait qu'il la remette. Fait à noter, les plongeurs des mineurs étaient les seuls plongeurs de la Marine royale canadienne à recevoir la montre pour la durée totale de son service. De son service, OK. Voilà. Donc, eux partaient avec leur montre de mission en mission, de navire en navire. C'est différent. Ils gardaient leur montre. Tous les autres plongeurs de combat, plongeurs d'inspection de port, plongeurs de recherche et sauvetage, plongeurs, il m'en manque un, devaient signer pour sortir les montres du magasin. Et les plongeurs des mineurs, eux, avaient leur montre. Je comprends. Mais ça signifie, j'essaye de déduire les choses, les amis, qu'il y a beaucoup plus sur le marché, justement, de modèles non marqués au dos. Exact. Parce qu'elles étaient en dotation pour la durée d'engagement, donc sur plusieurs années. Oui. Alors que celles qui étaient notées, inventorisées, de fait, il y avait 10 montres pour 10 fois plus de plongeurs, parce que chacun changeait de montre et c'était pas sa montre. Voilà. Donc de fait, probablement qu'il y en avait moins en termes de commandes que de nombre de militaires qui les recevaient en dotation. Exactement. Alors, il y a des montres, donc pour récapituler, des montres avec le dos stérile, des montres certaines fois avec un numéro d'inventaire ou parfois c'était le numéro de série de la montre, carrément. Et certaines montres de la Marine royale canadienne qu'on trouve sur le marché, des fois on retrouvait par exemple le nom du plongeur avec le grade. Et t'as cherché ce genre de choses? J'ai cherché, mais ils sont rares. Et je pense que les montres, les Milsom, viennent rarement sur le marché public et s'échangent souvent de collectionneur en collectionneur. Donc, ils apparaissent rarement sur le marché pour le grand public. Je comprends. Comment, toi qui es antiquaire, donc de fait, tu achètes et tu revends des objets vintage. Donc là, on est sur l'acquisition d'un objet vintage qui est sujet à quand même précaution.
tu vois, puisque le prix dépend de l'ADN, de l'historique, est-ce qu'il y a des pièces ou non qui ont été remplacées. Comment tu t'y es pris, comment tu as vérifié ça, puisque finalement, tout le monde ne le sait pas, bien évidemment, mais globalement, ce qui fait le prix d'une montre, c'est l'état de son boîtier, la lunette, la couronne, le cadran, son état, etc. Et est-ce qu'il est, on va dire, d'origine? Est-ce que tout ça a été retravaillé? Comment tu t'y es pris là-dedans, sachant qu'une montre de militaire, pour le coup, elle a vraiment été utilisée, donc elle a probablement, et même sûrement, pris beaucoup plus de pètes et probablement de révision-restauration que une montre d'apparat ou de grand public, on va dire. Oui. Alors, c'est sûr que sur une montre vintage, la plupart des gens veulent autant que possible avoir toutes les pièces d'origine. La couronne, la lunette, même le boîtier, s'il n'est pas poli, il n'a pas déjà été repoli. Tout ça fait que la valeur augmente. Mais dans le cas des montres militaires, on s'entend que c'est normal qu'il y ait une certaine patine, c'est normal qu'il y ait une certaine usure. Et c'est en fait ce que je recherche. Parce que ça montre vraiment que cette montre-là a été utilisée comme outil de travail. Non, mais il y a l'usure, petit 1. Il y a essayer de préserver l'état d'une montre, qui signifie par exemple qu'elle soit polie, non pas pour maquiller l'usure, mais pour la préserver dans un bon état. Et tu le sais comme moi qu'une montre polie, à un moment, on enlève de la matière, donc on dénature la forme de son boîtier, sans parler du cadran ou des aiguilles. Elles ont eu des services qui ont été réalisés, il y a des choses qui ont été changées dessus ou non? Alors, sur la bleue, à ma connaissance... On peut faire voir la bleue? Oui, bien sûr. Parce que les amis, on va comparer, et puis il ne le sait pas. Mais il va devoir nous dire laquelle des deux je préfère. Il préfère, bien évidemment. Hey, c'est comme choisir parmi tes deux enfants lequel tu préfères. Voilà, mais tu as encore le temps de réfléchir. Non, tu as encore le temps de réfléchir. C'est vrai que maintenant que j'ai les deux comme ça sous les yeux, là, 94010, donc la bleue, le boîtier a plus été poli que l'autre. On le sent ici sur les chanfreins de la boîte. Ça te gêne? Ça te gêne pas? Ça me gêne pas du tout, en fait. Parce que c'est pas pour ça que tu l'achètes. Tu l'achètes pas pour l'état, tu l'achètes pour l'utilisation qui en était faite. Exact. Donc à la limite, elle serait encore plus déglinguée. Elle serait encore plus battue. Ce qui compte, c'est qu'elle provienne de Yves et l'autre, comment il s'appelait? Alors la bleue de Dan et la noire de Yves. Yves et Dan, les Starsky et Hutch. Voilà. Les amis, Pei vous a reconnu et il vous remercie et il vous salue, bien évidemment. Absolument. Merci pour votre service. Est-ce que je regarde les couronnes? C'est ce qu'on appelle les Big Crown chez Tudor, ça ou pas? Non, je pense que c'est plus gros que les couronnes de Submariner, ça. Non, à ma connaissance, je pense que c'est la grosseur normale. D'accord. Par contre, sur la noire, lors d'un service chez Rolex, dans sa vie civile, donc après que le plongeur ait pris sa retraite de la marine, ils ont changé la couronne et je crois, parce qu'avec une lampe torche UV, je crois que les aiguilles ont été changées éventuellement lors d'un service. Évidemment, parce qu'à l'époque, c'était ce qu'on faisait avec les montres. Elles n'avaient pas la valeur qu'elles avaient aujourd'hui et les gens changeaient les aiguilles, changeaient les lunettes pour pouvoir l'utiliser. Et oui, attends, et c'est vrai que quand je la regarde là, j'ai le sentiment que tu as des index qui sont un peu crème, et avec des aiguilles justement un peu plus pâles. L'aiguille Mercedes, qui sont plus proches du blanc que du crème. Exact. Mais en passant, c'est une aiguille Lollipop, parce qu'elle n'est pas Mercedes. Mercedes, c'est avec le logo Mercedes ici. Oui. Et c'est une Lollipop, un suçon. Tu sais. Mais ça existe, c'est ça? Oui, absolument. Donc, c'était la période... attendez, c'est important, les amis. Peut-être que vous savez, mais moi, j'apprends tous les jours. D'ailleurs, je vais vous donner un scoop, les amis. Le jour où je me dirai, j'apprends plus rien dans l'horlogerie, j'arrêterai la chaîne. Et à cette interrogation, je me suis dit, peut-être
saison 245-246, peut-être que je serai arrivé au bout du truc, Ouais. mais rassurez-vous, plus personne ne sera là à ce moment-là. Pour moi, Lollipop, c'était l'expression de la trotteuse. Oui, Mais c'est aussi l'expression de l'aiguille des heures. exactement. Alors, sur le modèle noir, comme tu peux voir, Ouais, je vois, c'est ouais. comme une sucette, finalement. Ouais, je vois bien, ouais. Il n'y a pas le fameux triangle ou les pointes de pizza qu'on appelle, comme sur le sigle de Mercedes. Ce que tu me dis me fait penser à un truc. Il me semble qu'il y a un bouquin Tudor Marine Nationale, mais pour la Marine Nationale française, qui a été fait. Oui, Comment il s'appelle l'éditeur de ça? c'est Watch History. Watch History, ok. Il n'y a que des modèles Tudor dedans? Ou c'est Non. Tudor et Rolex? Non, alors il y a Tudor principalement, il y a Doxa, il y a... Ah, ok, donc c'est Marine Nationale, Oui, les modèles de la Marine Nationale exact. française. Française. Donc il y a eu donc Doxa, je pense qu'il y a eu ZRC, il y a eu... Pourquoi tu ne te lances pas dans le bouquin Marine Royale, les amis? Marine Royale canadienne. Je n'ai pas assez de connaissances, je ne suis pas un watch geek, donc je ne connais pas nécessairement tous les calibres. Moi, j'achète des montres pour l'émotion qu'elle me donne et non nécessairement pour les références, les calibres ou la valeur des montres. Alors, avant que tu me dises laquelle des deux tu préfères, Paye, quel est pour toi l'adjectif qui caractérise le mieux chacune de ces montres? Là, on est sur un scoop, les amis, attention, hein. C'est ça la saison 4, il y a des nouveautés à chaque épisode. Là, il faut que tu me trouves un adjectif pour deux montres. J'ai envie de te dire fiabilité, en anglais dependable. Of course, Paye, but dependable. Fiabilité, ce n'est pas un adjectif. Fiable. Fiable. Fiabilité, c'est pas un adjectif. Ah bah non. Bon, désolé. Donc fiable. Fiable. Est-ce que tu es fiable sur cet adjectif, Paye? Tu Oui. peux m'en donner un autre? J'avais envie aussi en m'en venant, là, je réfléchissais, puis je me disais, j'ai aussi envie de te donner, écoute, la devise de la Marine royale canadienne, Quelle est-elle? des plongeurs de mineurs, Oui. strength in depth, donc force dans les profondeurs. Et moi, ces montres-là, c'est ce que... Ah oui, là, tu fais du double wristing. Les gars, Je sais pas, c'est quoi le... Ah, voilà. Alors, j'ai galéré parce que figurez-vous que quand on n'a pas l'habitude de mettre sa montre à l'autre bras, c'est dur. Et avec un bracelet NATO, c'est Moi, je vais porter la tienne, alors. encore plus dur. Et là, les amis, on se la donne. Grave. Vous avez vu? Un peu là? Pas mal? Yeah! Pas mal? Pas mal? Pas mal? Tu trouves que laquelle me va le mieux, Paye? Considérant qu'aujourd'hui, tu portes une chemise bleue, je pense que la bleue, définitivement, te va mieux. Alors, le problème, tu le connais, c'est que globalement, je suis toujours habillé en bleu. Donc, ça veut dire que c'est vraiment la bleue qui me va le mieux. Exact. Voilà. Et comme elle me va bien au poignet et que la tienne aussi, bah, on va échanger. Oui. Ah non, elle est peut-être un petit peu, ouais, un petit peu de jeu, là. Il a de la chance. Alors, donc, on a deux superbes montres authentiques, fiables, ayant appartenu à des plongeurs de la Marine royale canadienne. Laquelle des deux tu préfères? Et finalement, j'aimerais que tu nous proposes, si tu le veux bien, deux réponses. Okay. Une réponse sur l'esthétique et une réponse sur celle qui est au fond de toi, la plus importante des deux. Ouf! Eh, c'est pas donné, les amis, petite montre entre amis. Faut pas croire qu'il vient comme ça, il reluque sur la casquette et puis c'est tout. Hein. Oh, faut déjà que tu gagnes au quiz après. Oui, exact. Alors? Oui, là j'ai chaud là. Hein. Écoute, c'est très difficile. Je te dirais que la bleue, en termes esthétiques, je la préfère. Ouais. J'aime beaucoup là, les aiguilles snowflake et les index des heures carrées. Mais par contre, la noire, elle est plus sobre, elle est plus passe-partout et je pense que je la porte plus souvent en voyage. D'accord. La noire. Ouais. Et en termes de visibilité, je trouve que la noire est dure à battre. En termes d'émotion, au-delà de la...
Tu vois, comment tu l'as acheté, dans quelles conditions, pour quelles raisons. Tu sais, tu parlais de... C'est celle-ci qui est de 1980 ? 80-81, oui. Ouais, donc la date de ton arrivée Au Canada. Au Canada. Oui. Si tu devais te séparer d'une des deux. Ouais. Je pense que je laisserais partir la noire. Je garderais la bleue. Mais je ne sais pas si je suis influencé par... parce que depuis quelques années, les snowflakes bleus ont pris beaucoup de popularité, disons, et d'intérêt, mais... C'est quoi la cote, globalement, de ces deux montres? Alors, la cote. Je vous dirais que la noire, probablement, on va parler d'environ 15-18 000 $ canadiens. Oui. Et la bleue, on va parler de entre 20 et 25 000 $ canadiens. Ouais. Ouais. Donc, la bleue étant très rare, en fait. Tout comme les Tudors bleus de la Marine royale, non, de la Marine nationale, qui sont très rares à trouver. Je comprends. La bleue est encore plus rare. Donc, quand on cherche sur l'Internet, on trouve beaucoup de montres de Tudor Millsub de la Marine royale canadienne noire, avec ou sans date, souvent pas sans date, mais en snowflake bleu, c'est vraiment rare. Avec la complexité que la plupart des modèles, comme tu nous l'as bien expliqué, ne sont pas différents de modèles civils. Exact. Alors, en fait, tout l'enjeu, c'est la traçabilité de l'acquéreur historique, du possesseur historique et de l'affiliation, quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment très délicat quand on achète une montre Tudor militaire, de pouvoir retracer jusqu'au propriétaire d'origine. Dans le cas de ces deux montres, je les ai achetées directement des plongeurs des mineurs. Donc, il y a zéro doute. Et en plus, chacun m'ont montré, par exemple, leur brevet de plongeur des mineurs. Des galons, des trucs, des vêtements, des choses comme exactement, des photos. Ouais. Quand ils étaient plongeurs, des photos sur lesquelles ils portent la montre. On ne les voit pas très bien, les montres, parce que c'était des photos des années 70 et 80, mais on le voit. Donc vraiment, et dans le cas dans chacun des deux cas, ils m'ont signé un papier, comme quoi ils reconnaissaient que c'était des montres de dotation qu'ils me vendaient et qu'ils avaient reçues à l'époque de la marine. Une bien belle histoire, les amis. Pour des questions de production et d'organisation, on va faire l'impasse malheureusement sur la séquence souvenir et on va passer tout de suite au célèbre quiz. Alors, pour préparer tout ça, comme ça, je te laisse te remettre en forme. Je te rends chacune de tes deux Tudor. Parfait. Et je récupère, les amis, ma Lip TV Dial qui est superbe d'ailleurs. Électronique. Oui. Deux montres complètement différents du vintage, les amis. J'ai acheté ça aux enchères il y a 2-3 ans pour 60 € ou 50 €, quelque chose comme ça. Oui. Pas sûr que ça ait toujours le même prix. Voilà, c'est fun, c'est sympa, c'est ludique et c'est un vrai morceau d'histoire sur la recherche de la précision et de la conquête du temps où, à cette époque-là, une montre avec une énergie qui provient d'une pile est plus fiable, plus performante qu'une montre mécanique. Alors, les amis, on enchaîne pour le célèbre quiz avec toujours la casquette d'Ali Chous à gagner. Est-ce qu'elle va prendre l'avion pour aller à Montréal? Je l'espère, les amis. Je l'espère, mais ce n'est pas sûr. Non. Alors, est-ce que tu es prêt avec cette première question? Je t'écoute. Et là, attention, c'est chaud. Depuis quelques mois, nous sommes, durant l'été 2022, Tudor sponsorise et donne son nom à une équipe de sport. De quel sport s'agit-il? Réponse A, le cyclisme. Réponse B, la Formule 1. Réponse C, le MotoGP. Alors, là, ça tombe sur un ami canadien, les amis. Oui. Et là, il y a des choses où c'est pas forcément très puissant, tout ça, au Canada. Oui. Alors, l'équipe de sport, je sais qu'en Formule 1, il n'y a pas d'équipe Tudor.
Je sais que... Oui, ça ne veut pas dire je suis d'accord, hein, je t'entends. Oui, oui. Donc, il n'y a pas d'équipe Tudor. Tu m'as dit quoi alors? Le cyclisme. Réponse A. Oui. Formule 1, réponse B. MotoGP, réponse C. MotoGP, je ne crois pas. D'ailleurs, je réfléchis et je pense avoir vu récemment une image d'un cycliste ayant remporté une étape du Tour de France peut-être ou d'un concours, une compétition. Oui, alors. Réponse A, cyclisme, réponse B, Formule 1, réponse C, MotoGP. Je vais y aller avec réponse A. Réponse A, cyclisme. Oui. Oh là là, ils sont bons. Ouais. Les Canadiens, même les Québécois, parce que là on a un Canadien francophone. Pardon. Les amis, il en secoue son micro. Oui, désolé, j'ai eu chaud. Tudor, cette année, a annoncé le Tudor Pro Cycling, les amis, dirigé par Fabian Cancellara. Donc si vous aimez le vélo, c'est quand même un des grands coureurs de ces 20 dernières années. Très très fort dans les classiques. Paris-Roubaix, entre autres, la Flèche Wallonne, etc. Franchement, si vous n'êtes jamais allé voir le Tour de France, c'est un truc absolument fantastique. Et puis alors là, si on délire 2 minutes, la caravane du Tour Tudor qui balance des Tudors comme ça, comme goodies au bord de la route, là c'est un truc de malade. Hein. Ça nous changerait des boutiques. Hein. Oui, exact. Si on peut dire ça. La Formule 1, bon, ce n'est pas possible parce que c'est c'est trop cher. Et entre guillemets, c'est le temple de Rolex qui sponsorise globalement toute la chronométrie. Et puis le MotoGP, c'est Tissot, donc c'était pas possible. Bonne réponse. Merci. P, il mène 1-0, il se rapproche de la casquette. La casquette d'Ali Schulz va-t-elle franchir l'Atlantique? Alors, t'es prêt pour la deuxième réponse? Oui. Deuxième question. Oui. Cherchez l'erreur parmi ces modèles Tudor actuels, méconnus, voire complètement inconnus. C'est triste. C'est au catalogue de la marque. C'est pas connu. Personne ne connaît. Réponse A, Tudor Style. Réponse B, Tudor Glamour. Réponse C, Tudor Stranger. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je cherche? Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. Je t'ai donné 3 collections Tudor actuelles. Oui, 3 modèles. L'une n'en est pas une. Tudor Style, Tudor Glamour, Tudor Stranger. Attends, Tudor Glamour, ça existe parce que c'était les Tudor, ça a pris la place des Tudor Date Day. Des dates, oui, tout à fait. Tudor Style. Ah, tout à fait, je m'enduis en erreur, je me suis fait piéger là. Bon, continue. Oui, parce que. Ok. Donc, Style. Glamour, Stranger. Selon moi, c'est la réponse B. Tudor Glamour existe. Les deux autres, je ne crois pas que c'est. Cherchez l'erreur, il y a une erreur. Ah, il y a une erreur. Oui. Il essaye de m'embrouiller. Style et. Stranger. Tudor Stranger. Réponse C. Il gagne du temps. Je n'ai aucune idée, alors on va y aller. Style, réponse A. Tudor Glamour, réponse B. Tudor Stranger, réponse C. L'intrus serait, selon moi, la réponse C. Tudor Stranger? Oui. Ah, yes! Stranger in the night. Ça existe? Une superbe chanson de Frank Sinatra, les amis. Exchanging glances, wandering in the night. Bien sûr, bonne réponse. Tudor Stranger, les amis, ça n'existe pas. Tout l'été 2022, on a eu la Tudor Ranger, qui avait quand même un fait d'armes assez phénoménal, de présenter quelques fonctionnalités, puis finalement d'être un petit peu la réponse à la Rolex Explorer 39 qui repassait en 36, et bien là, la Ranger repasse en 39. Bonne réponse, tu mènes 2-0? Oui. Est-ce que tu connais la sanction quand on mène 2-0? C'est quoi la sanction? La sanction, c'est qu'il faut gagner 3-0 pour avoir la casquette. Ah, ok. Ah oui, c'est ça. Alors justement, puisque nous parlons de la Tudor Ranger et non pas la Tudor Stranger in the Night, dernière question pour toi. Cette fois-ci, on est sur l'intrus. Alors l'intrus ou l'erreur, c'est pareil. Hein. Cherchez l'intrus. Ok. La Tudor Ranger, qui a donc été annoncée il y a quelques semaines, quelques mois par Tudor, et la Tudor Black Bay Pro, modèle GMT Black Bay Pro, présenté à Watches and Wonders, et on a vu un superbe épisode de Duel Time avec Romain
qui était déjà venu sur la chaîne et qui est l'heureux possesseur d'une Tudor Black Belt Pro et qui nous en parle. Et puis il a plein de Tudor neuves, récentes, différentes de toi. Alors, la Tudor Ranger et la Tudor Black Belt Pro partagent. Oui. Je te donne 3 affirmations et il y a un intrus dans ces affirmations. Elles partagent une étanchéité à 200 mètres, un fermoir avec réglage fin T-Fit, un cadran noir bombé. L'une de ces 3 affirmations est erronée. Alors, je sais qu'elles n'ont probablement pas le même mouvement parce que, au moins que je me trompe, non. Là, il n'y a que 3 réponses possibles. Hein. Oui, A, B, C. Mais là, je réfléchis à voix haute. Voilà. Okay. Alors, c'est pas le même mouvement parce que l'un a la date et l'autre n'a pas de date. Et l'étanchéité, c'est probablement 200 mètres. Et la troisième, c'est... Réponse A, une étanchéité à 200 mètres. À 200 mètres. Réponse B, un fermoir avec réglage fin T-Fit. Oui, ils l'ont tous les deux. Réponse C, un cadran noir bombé. La réponse C, selon moi. Réponse C, selon toi? Oui. Aïe, 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 il était tout près de la victoire et il a fait la cagade. Alors, c'était quoi? C'est pas possible. Oui, qu'est-ce que tu veux? Les Canadiens de Montréal viennent de prendre un palais à la dernière minute du match contre les Chicago Blackhawks. Ceux qui sont au courant savent que nous parlons de hockey sur glace. Et oui, Blackhawks, grande équipe de Chicago, mais rien à voir avec les Canadiens de Montréal. Non. Guy Lafleur, il jouait aux Canadiens de Montréal. Exactement. Oui, les gars, même moi je le connais. J'ai jamais joué au hockey et je le regarde pas souvent. Mais petite question, Wayne Gretzky, il a joué où lui? Avec les Oilers de Edmonton et les Kings de Los Angeles. Et les Rangers de New York. Et les Rangers de New York. Mais il n'a pas joué au Canada. Si, Edmonton. Tout à fait. Voilà, au début de sa carrière. C'est bien de s'y connaître, Paye, en hockey sur glace, mais le sujet, c'était sur Tudor. Oui, mais... Donc, réponse fausse. Et oui, les amis, ça m'a paru lunaire, et je me suis dit, comme c'est lunaire, je vais prendre ça comme question. Et oui, la Tudor Ranger n'est étanche qu'à 100 mètres. Alors que la Black Bay Pro est étanche à 200 mètres. Je trouve ça très surprenant en termes de positionnement. Bon, après, voilà, ça fête les 70e anniversaire, je me trompe, du British North Greenland Expedition, début des années 50. Donc là, on voit bien toute la logique de partenariat sur les expéditions, d'épatement de soie, les découvertes de... Rolex Tudor, puisque c'est de ça dont il s'agit. Vous l'avez compris, les amis, le propos aujourd'hui n'est pas de parler de la Tudor Ranger, puisque sur la chaîne, on parle globalement de montres que possèdent les invités. Si vous avez une Tudor Ranger, vous êtes bien évidemment les bienvenus sur la chaîne. Les deux possèdent le T-Fit, qui est l'équivalent du Flylock. Exactement, oui. Voilà. L'ajustement fin. Voilà. Ça t'as pas, toi, sur le NATO? Le NATO, non. Oui, les amis, mais que voulez-vous? Alors, évidemment, là, on est dans un cas particulier. Le gars, on devait enregistrer il y a 1 an, j'annule au dernier moment, il nous revient du Canada. Franchement, il faut absolument que la casquette traverse l'Atlantique. Donc, je suis quand même très heureux de te l'offrir pour que tu puisses l'exploiter. Tu verras, merveilleux, particulièrement efficace lorsqu'il fait froid. Donc aux premières neiges, la casquette d'Ali Schultz, on aura des superbes photos avec le 1,50 m de neige au Québec, à Montréal ou à la ville de Québec, puisqu'il y a une ville aussi de Québec. De Québec, oui. Dans la région de Montréal. Bravo, tonnerre d'applaudissements les amis pour sa victoire quand même de 1 et ses 2 superbes montres. On enchaîne pour la séquence suivante. Et oui, la séquence surprise. Nous revoilà les amis, on a bien compris que Paye était un fan de montres de plongée vintage. Eh bien, je voulais le surprendre, essayer de comprendre qu'est-ce qui peut lui plaire dans une montre de plongée neuve, récente, mais d'une marque ancienne, presque aussi ancienne que Tudor 1926, les amis. Et là, je te présente une Mido
OK. Ocean Star. Ouf. 600, et oui, étanche à 600 mètres avec valve à hélium, calibre Mido 80, mais sur base d'un ETA 2824-2, certifié COSC, valve à hélium, remontage automatique, 43,5 mm, étanche à 600 mètres, je radote les amis, mais étanche à 600 mètres quand même, prix catalogue 2022, 1490 €. Elle est toute mignonne. Ocean Star, c'est un modèle de Mido qui est sorti au milieu des années 50, peut-être fin des années 50, j'ai un doute tout d'un coup. Donc on ne peut pas les taxer de faire des choses qui sont dans le mainstream du marché. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu réagis à ça spontanément? Écoute, j'aime bien parce que, écoute, est-ce que le cadran est bleu? Oui. Et la lunette... Il est bleu et il tire au noir à l'intérieur. Oui, c'est pas mal ça. Ça fait penser un peu à la Deep Sea, je crois, James Cameron, non? Oui. Alors, qui est un gradué. Là, là, c'est concentré, on va dire. Hein. Et, lunettes céramiques. Lunettes céramiques, oui, ça c'est pas mal. La lunette qui ressemble un peu, veut pas, à toutes les lunettes de plongée qu'on connaît, là. Avec quand même un système de cran beaucoup plus large que ce que peut proposer les Tudor, Black Bay, Pelagos ou Submariner actuels. Ça, pour le coup, ça serait peut-être très pratique parce que pour avoir essayé une Tudor BB58, la lunette avec les petits stries est très difficile à tourner, tandis que là, avec les crans plus larges, probablement qu'avec des gants, ce serait plus facile à tourner. Je vois les chanfreins un peu comme sur les Tudor. C'est vrai qu'on a un boîtier qui est, en termes de forme, ça ressemble un peu, ouais. Assez proche de ce qu'est un boîtier Oyster aujourd'hui. Exact. Qu'est-ce que tu penses du bracelet qui manifestement est en polymiroir au centre? Oui. Ça, pour toi, ça te projette dans quel univers, ça? Ben là, moi, les bracelets polymiroirs au centre, ça donne un petit côté bling-bling. C'est pas nécessaire vraiment pour une montre outil, je pense. Mais bon, j'imagine que les gens pourraient peut-être aussi l'apporter comme montre habillée. Ça passerait probablement sous la chemise, mais la manche, pardon. Non, j'aime bien. J'aime bien aussi les protège-couronnes, là, qui sont, pour le coup, j'aime beaucoup, qui vient vraiment protéger la couronne. Complètement l'intégrer, même. Exact. Et le bracelet, je l'aime bien, mais moi, il me fait penser au bracelet Oyster chez Rolex ou chez Tudor. Donc, qu'est-ce que tu penses des index? Parce que là, on est sur des index à plot, on va dire, cerclés. Oui. Qu'on voit sur la Submariner, on voit sur les Seamaster 300 chez Omega et chez d'autres marques. Ça t'évoque quoi, ça t'évoque une proximité avec tes Tudor? Oui, exact. Et ça te séduit ou ça te gêne? Non, moi ça me gêne pas du tout. Et j'imagine que là, je vois que le 3 et 9 sont des carrés, que le 6, c'est 2 carrés superposés un par-dessus l'autre. Intéressant, ça. Hein? Oui, ça, c'est pas mal. J'imagine que c'est pour quand on est en plongée ou dans la noirceur, pour pouvoir vraiment reconnaître... en même temps, ouais, le 12 est un triangle, donc ça, on peut pas se tromper, c'est vraiment 12 heures. Non, c'est différent, j'aime bien. En fait, les Tudor submarinaires d'époque, les vintage, souvent avaient des plots ronds, des indices ronds, un mix de ronds et de rectangles. Ah oui? Oui. Donc je reconnais, ça vient un peu chercher le même langage. Index cardinaux à 3h, 9h et 6h qui étaient en rectangle? Exact, oui. Oui. Donc, les aiguilles, je les trouve un peu grosses, mais j'imagine que en termes de visibilité, la nuit, ça serait pas mal. Ouais, c'est marrant, toi tu parles de la grosseur des aiguilles. Moi, ce qui me séduit notamment sur ce modèle, c'est justement ces aiguilles.
Parce que je les trouve très originales, avec pas mal de relief, tu vois, comme si elles étaient en deux parties. Oui. Pas mal du tout. Les amis, on a une photo là, simplement. Hein. Oui. Donc quand on n'a qu'une photo, c'est un peu comme si on voyait une publicité. Je sais que je vous le répète à chaque fois, mais en l'occurrence, c'est le cas. Donc si tu arrives là à exprimer en quelques mots ta première impression, alors, quand tu l'as vu la première fois, tu t'es dit quoi? Eh ben, je l'aime bien. Je l'aime bien. Je vais être honnête avec toi, je connaissais la marque Mido, mais je ne connaissais pas ce modèle. Je ne savais pas que c'était un modèle des années 60. Et moi, ma première impression, c'est ça vient chercher le même langage un peu que les montres de plongée vintage. Donc, non, j'aime bien. Alors, Mido, c'est une marque, ça appartient au Swatch Group, hein, ça date de 1919. Tout d'un coup, j'ai oublié de ce que voulait dire en espagnol. Ils sont très très bons dans les pays ibériques, Yo Mido. Je ne me souviens plus exactement, mais c'est un rapport avec je remonte. Alors, je dois me tromper, les amis, mais ça, à la limite, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ils ont fait beaucoup d'innovations en termes d'étanchéité, notamment avec un joint pour la couronne en liège, qu'ils appelaient Aquadura, avec un petit accent ibérique. Et puis après, l'Ocean Star a été lancé avec comme apport dans la réflexion et les problématiques sur l'étanchéité avec un boîtier monobloc. Ce qui n'est plus le cas de ce modèle, puisque là on ne le voit pas, mais moi j'ai vu d'autres photos. Vous les amis, vous le verrez avec les autres visuels que je présente. En plus de ce que voit Pei, on a un fond de boîte qui se dévisse. Et là sur le côté, évidemment, à 3 heures, eh bien, sur la tranche, évidemment, il y a la valve à hélium. De façon assez surprenante, sur le site de Mido, c'est peu mis en avant. Il y a une vidéo qui montre qu'il y a une valve à hélium, mais il y a une ligne sur le fait qu'il y a une valve à hélium, pas d'explication du pourquoi, du comment, etc. C'est un peu dommage. Tu as dit à 3 heures, mais j'imagine que tu voulais dire à 9 heures. C'est à 9 heures exactement. Il est pile à 9 heures ou à 10 ou à 9 heures. À 9 heures, ok. Je voulais vérifier que tu suivais. Oh, oui, je t'écoute. Qu'est-ce que tu penses de l'intégration très discrète de la date? Ouais. Ben, moi, j'aime bien. J'aime bien le fait qu'il soit le fond noir avec un petit l'écriture en blanc. C'est très sobre. Petit guichet, discret avec la typo blanche et le fond de la couleur du cadran, on va dire. Positionnement prix, 1490 €. Ouais. C'est pour un calibre suisse ETA Koske. Hein. On est à 80 heures de réserve de marche. Oh. Alors les amis, on est à 70 sur le manufacture Tudor. Oui. Comment tu la positionnes entre j'adore, j'aime, pas terrible, au secours? Je te dirais que j'aime bien. Je pense que le prix est très bon. Je pense que même... je pense que valeur, rapport qualité-prix, c'est vraiment très intéressant. De là à dire, est-ce que j'irai m'en chercher une, je ne le sais pas. Il faudrait peut-être que je la vois en personne. En même temps, je vois 43,5 mm de diamètre, c'est un peu grand pour moi. Là, on est sur la taille de la Sea Dweller. La SD43. La SD43 et là, Pelagos. Mais tu vois, tu n'as pas du tout Mido dans le radar aujourd'hui. Non. Ben, c'est une marque on ne connaît pas beaucoup en Amérique du Nord, je pense. Je la vois passer sur les réseaux sociaux, mais non, malheureusement, je pense que j'en ai jamais vu une en vrai. Et ben voilà, c'est ça les amis, la séquence surprise, c'est de découvrir des marques et ou des modèles moins connus, improbables ou connus mais pas connus en fonction des lieux, des endroits ou avec des spécificités qu'on ne connaît pas. Les amis, faites comme Pei, rendez-vous sur l'onglet communauté de la chaîne d'Alichus, vous pourrez voter et dire ce que vous pensez. Vous aurez vu un peu plus de choses que Pei n'en a vu entre j'adore, j'aime, pas terrible, au secours. Ouais. Les amis, on enchaîne avec la dernière séquence, ta prochaine montre. Qu'est-ce que tu as dans le tuyau Pei là? Est-ce que tu arrives à encore avoir de l'énergie? Est-ce que tu es toujours dans la logique du vintage ou alors tu regardes des choses plus récentes?
J'ai des montres modernes, j'ai des montres vintage. Des fois, je laisse les montres venir à moi. Donc, des fois, c'est l'occasion qui fait que je m'intéresse à tel ou tel modèle. Je t'avoue que récemment, j'ai regardé un petit peu, je me suis renseigné sur la Rolex Kermit, avec la lunette verte. Mais Vintage, pas vintage, de la 16610 LV. Exactement. Cadran noir, lunette verte. Exact, en aluminium. Ouais. Pas celle en céramique. Ça serait... elle est presque sortie il y a 20 ans maintenant. 2004 de mémoire. Je peux me tromper. Oui, exactement. Oui. 18 ans déjà, là, oui. Donc, peut-être la Kermit. Mais tu regardes sérieusement ça ou ça fait partie des trucs? J'ai lu beaucoup à un moment donné. Ça vient par vague. À un moment donné, je lis beaucoup sur un modèle. On plonge dans ce qu'on appelle le rabbit hole. Donc, plus on gratte, plus on va loin dans les recherches. Sinon, récemment, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux une Omega Vintage Bullhead. Donc la Bullhead, je ne sais pas comment vous le dites. Il n'y a pas de nom en français, les amis. On n'est pas comme les amis canadiens qui trouvent toujours un nom français. Pas canadien quand même, québécois. C'est quoi le nom québécois pour le Bullhead alors? Tête de taureau? Tête de taureau, oui. Je dirais... Ça t'a séduit ça? Alors, ce qui m'a séduit, c'est le côté atypique des boutons pressoirs là, qui sont à 12 heures. La forme qui est très particulière. Alors, je ne l'ai pas vue en personne. Sur papier, les dimensions semblaient dire que c'était un petit peu... Elle est très épaisse. Alors, pour la petite histoire, les amis, je réagis. J'espère que tu as vu, comme tout, si vous ne l'avez pas vu, c'est un scandale. Je vous le dis très directement, la série Watch Out. L'un des caméramans qui m'a aidé sur le projet, Luan, je le salue à l'occasion, et bien pour ses 18 ans, ses parents lui ont offert une Omega Bullhead. Et je te confirme, c'est une grosse montre épaisse. Alors après, la Omega Seamaster Ploprof, c'est une grosse montre épaisse aussi, gros et épais. C'est une réalité physique quand vous mesurez ça. Et puis après, c'est une vision de l'esprit, est-ce que c'est trop gros pour vous ou pas, etc. En tout cas, c'est un modèle imposant. Oui, voilà. OK. Et puis si tu es intéressé par les Bullhead, là tu as les Citizen, il y en a une qui est passée sur la chaîne il y a quelques temps avec Xavier qui était venu nous la présenter. Tu as Seiko qu'on a fait, tu as d'autres marques. Voilà, ça te séduirait ça de creuser un peu les Bullhead? Oui, absolument. Je pense que c'est ça, le côté atypique m'intéresse beaucoup. Mais encore là, je pense que je vais laisser les montres venir d'elles-mêmes. Si par exemple... C'est pas ça le vintage? Je pense que oui. Sincèrement. Parce que, c'est une chose de dire, je pars sur un modèle, je la cherche et je la trouve chez un revendeur et on la paye plein prix. Puis finalement, il n'y a pas beaucoup d'émotions, on paye, ça fait mal au portefeuille, mais sinon... mais moi, j'aime beaucoup, comme quand j'achète mes meubles vintage, c'est d'aller chercher à la source. Donc, l'acheter chez la personne qui l'avait acheté à l'origine, dans les années 60, 70 ou 80, et d'avoir l'histoire qui vient avec. Ça serait peut-être pour une autre histoire, mais un autre épisode. J'ai une Omega Mark II, Speedmaster Mark II, qui appartenait à un producteur de films québécois qui a produit, là pour le coup j'oublie, mais qui a gagné un Oscar. Ouais, pas mal du tout. Oui, et qui l'a eu en 70, l'année où il a eu ses 20 ans. Et ses parents l'ont amené à la bijouterie. Ils ont dit, tu choisis la montre que tu veux. Donc, à 20 ans, il a reçu cette Omega Speedmaster Mark II. Et 30 quelques années après, il a décidé de s'en départir. Et moi, écoute, je l'ai rencontré et j'ai acheté. Et en fait, ce qui me plaît beaucoup, c'est le fait d'avoir rencontré ce producteur
ce monsieur, et qui m'a partagé aussi les émotions qu'il a vécues quand il avait eu la montre jeune. Tu t'es identifié à son parcours et à sa trajectoire. Voilà, donc je pense que la prochaine montre, je vais la laisser venir à moi, selon ce que je vais croiser, ce qui me sera proposé. Mais pour l'instant, je ne cherche pas de montre en particulier. Je vois beaucoup de sagesse dans ce que nous dit Pei. Au-delà du fait que je suis d'accord, moi j'y rajouterais la notion de chemin. C'est-à-dire que finalement, là, tu nous as présenté 2 superbes montres à des prix stratosphériques. N'oublions pas, les amis, qu'il y a des gens qui ont moins de 1000 euros, si ce n'est 500, voire encore moins, pour vivre tous les mois. Nous sommes heureux d'avoir ce type de passion. Et c'est là où la question qu'on peut se poser, et le vintage y répond, c'est que une montre à 10 000 euros, vintage ou neuve, dans un cas, on peut, si on le souhaite, se projeter, faire des recherches, s'investir, passer beaucoup de temps, le cheminement, rencontrer les gens, faire le choix, hésiter, décider, et au final, on se fait délester de 10 000 euros ou de 10 000 $ canadiens. Ouais. Acheter une montre neuve, oui, il peut y avoir l'apparat du cérémonial en boutique. Très honnêtement, il n'y a quand même pas grand-chose, et on se fait délester de 10 000 euros ou de 10 000 $ canadiens. Et le vintage, ça a la possibilité aussi, et je voudrais terminer là-dessus, c'est de ne pas subir. Et là, quand toi tu dis je vais attendre que la montre vienne à moi, tu subis pas, je vais taper mes petits points sur la table parce que le méchant vendeur de Rolex, il ne veut pas me prendre sur sa liste d'attente d'une Submariner. Waouh, soyez libres les amis, il y a plus de 1000 marques sur le marché. Des plongeuses étanches à 300 mètres, il y en a plus de 50. Si vous ne pouvez pas vous acheter une Submariner, au-delà du fait que vous vous posiez la question pourquoi celle-ci, c'est celle-ci que vous voulez à 8250 balles, et il n'y en a pas, il y a des listes, il y en a 50 autres. Et là, 50 autres, je parle de 50 autres catalogues neuves. Si vous rajoutez le vintage de toutes celles qui ont été fabriquées, le choix est beaucoup plus vaste. Pei, merci beaucoup. Merci à toi, c'était un plaisir. Est-ce qu'il y a une expression québécoise pour dire merci beaucoup en argot québécois? Non. Il n'y a pas? Merci beaucoup, oui, tout simplement. Je vois qu'au Québec, les amis, ils font comme quiconque. Pour participer, www.daddyshoots.fr, vous m'écrivez avec la montre, le sujet dont vous voulez parler, puis on trouve un moyen pour enregistrer un épisode. Vous avez vu qu'avec Pei, ça a pris plus d'1 an. Donc si vous êtes en Australie, à Tahiti, éventuellement je peux passer. Cela dit, maintenant je sais que je peux passer au Québec, je peux aller à peu près partout dans le monde, être reçu par tous les anciens invités de la chaîne. Donc n'hésitez pas à écrire sur contact, ça c'était avant, sur www.daddyshoots.fr pour participer. Pei, merci beaucoup. Merci à toi. Ciao ciao les amis.